Allez, on va parler de la croissance française. Pourquoi? Parce que, et tiens, on va se poser la question, et si la France déjouait un petit peu tous les pronostics qui sont assez sombres quand même? Tiens, et si la croissance était meilleure que prévu cette année? On en parle avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. On arrête de jouer là sur son téléphone. J'ai une petite partie de Candy Crush à terminer. D'accord, il révise. Économiste, directeur principal de l'OFCE, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les prévisions, notamment de l'OCDE, 1,3% de croissance attendue pour cette année. La Banque de France nous a sorti à peine 1,4%. Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui ce matin sur LCI, nous a dit moi je parierais sur un 4%, qui est plus bas que les 1,7% prévus dans le projet de loi de finances. La plupart des instituts internationaux sont assez pessimistes pour cette année quand même. Non? On est plutôt aux alentours de 1,3, 1,4 chez quasiment tout le monde pour la croissance française. Alors, ils sont effectivement très pessimistes. Il y a un certain nombre d'ailleurs de signes assez objectifs qui vont dans ce sens. Mais il faut bien voir l'image d'ensemble. Ils sont assez pessimistes pour la zone euro. Et nous, on fait un peu mieux, enfin un peu moins pire. Pour la Chine, aussi un petit peu pour les États-Unis. Donc il y a eu des très fortes révisions là en début d'année, au cours de l'hiver, des prévisions du FMI, de la Commission européenne. Ouais. L'OCDE s'est aussi joint au concert des révisions. Donc des révisions assez importantes, alors en particulier pour la zone euro, et principalement pour deux pays, d'un côté l'Italie et l'Allemagne, qui est le cas le plus préoccupant. Donc c'est vraiment de la conjoncture, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment sur la base des informations conjoncturelles récentes qu'on est amené à réviser tout ça. Bon, derrière ce ralentissement, il y a un certain nombre de facteurs, ralentissement chinois, ralentissement du commerce mondial. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe dans l'automobile avec le changement de normes d'émissions de différents polluants et des gaz à effet de serre. Donc le changement de méthode de cycle et le changement des normes auxquelles les constructeurs en fait n'étaient pas prêts et donc du coup qui a provoqué une grosse perturbation, on va dire, dans la production automobile. Il y a aussi tout le contexte de guerre commerciale. Évidemment. Mais la France est moins ouverte au reste du monde et c'est pour ça qu'on surnage, on va surnager a priori en termes de croissance cette année nos partenaires. Mais on pourrait avoir de bonnes surprises et pour le coup c'est intéressant parce qu'on sait que Patrick Artus de Natixis il est souvent assez dark, assez sombre. Et là il nous dit que les 1,8% pour cette année, 1,8%, il nous dit que c'est jouable. Vous en pensez quoi? Oui, enfin je suis prêt à rejoindre Patrick Artus très exceptionnellement cette fois-ci. Parce que je pense qu'effectivement, il y a ce contexte de ralentissement qu'on va pas nier. Hein. Voilà, qu'on peut pas nier et qui va avoir un impact sur la France. Alors, la France n'est pas en première ligne, parce que, par exemple, évidemment, vous voyez, l'industrie automobile en Allemagne... ça pèse à peine plus que chez nous. Hein. Ça pèse beaucoup plus, cette boutade. Oui, pardon, excusez-moi. Oui. Il est très premier degré aujourd'hui. Oui, non, excusez-moi, vraiment, je suis désolé. Candy Crush, c'est pas bon pour le cerveau. Ben non, c'est pas bon. Et donc, bon, enfin voilà, en tout cas, donc, on est moins exposé du côté du commerce mondial, on est moins exposé du côté... 30% du PIB français dépend du commerce mondial, des exports, contre 47 ou 50% pour les Allemands. 50% pour les Allemands. Ouais. Donc, on est moins exposé, on est quand même exposé. Donc, ça va induire un ralentissement. Et donc, on ne peut pas être aussi optimiste pour la France qu'on ne pouvait l'être comme on l'était pour la zone euro il y a 6 mois, en septembre 2018. Mais par contre, il s'est passé quelque chose d'important entre-temps. Oui. C'est ce fameux 10 décembre 2018 où Emmanuel Macron, en quelques minutes, a dépensé plus de 10 milliards d'euros. Oui. Donc, ce qui fait quand même presque 1 milliard d'euros la minute, ce qui est un débit comme peu de personnes ont réussi à atteindre. Aucun syndicat n'a fait le 10e. Non, jamais. En 10 ans. Mais donc, il y a là, en réponse à la crise des Gilets jaunes, et donc, si la croissance un plan de relance, ni plus ni moins. Et donc, si la croissance française fait mieux que prévu, c'est grâce aux Gilets jaunes qui ont sauvé la croissance française. Parce qu'on va rentrer dans le détail, mais c'est un peu ça. 11 milliards d'euros. Et donc, on se dit que voilà, ce pouvoir d'achat qui va aller essentiellement à ceux qui en ont le plus besoin, qui ont une propension marginale à consommer plus importante que ceux qui sont plus riches, ça va se traduire à un moment donné ou l'autre en consommation. C'est ça le pari qui est fait. Voilà, c'est ça le pari qui est fait parce que vraiment ce plan de relance, il est caractérisé par des mesures effectivement d'abord de pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment directement du pouvoir d'achat qui est distribué sous la forme de la prime d'activité, sous la forme de la prime exceptionnelle, sous la forme de la réindexation éventuelle des retraites. Donc tout un tas de la modification du dispositif d'application de la CSG sur les retraites, le relèvement du seuil. Donc tout ça, c'est des mesures vraiment qui sont ciblées sur le pouvoir d'achat et en plus sur le pouvoir d'achat des premiers déciles.
ça va assez loin dans la distribution des Le revenus. premier décile, c'est donc les 10% qui les- ont le moins de rémunération. C'est entre les 10% les moins riches, et en l'occurrence, là, les mesures vont avoir un impact sur jusqu'au 6e décile, donc les 60% les moins riches. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est effectivement des gens qui sont plutôt sous contrainte budgétaire, et donc du coup, quand on augmente leurs revenus, Pour l'achat, ça ils se le traduit- dépensent. ça se Mais qu'est-ce qui traduit. nous dit que cette prudence des ménages ne va pas se poursuivre? Alors, ça, c'est une un autre pari question. aussi, hein. C'est une autre question, effectivement, parce qu'une caractéristique de la fin de l'année 2018, c'est de terminer avec un taux d'épargne des ménages qui a fortement augmenté. Ouais. Pouvoir d'achat en hausse, épargne en hausse. Alors, le pouvoir consommation. d'achat, il sera en hausse plutôt au début de l'année 2019. Ouais. La hausse du taux d'épargne est vraiment liée à notre impact des Gilets jaunes, qui n'ont pas que des impacts positifs sur l'économie. Oui, qui sont 0,2, pardon, petite incise, 0,2 points de PIB, nous a rappelé Gérald Darmanin ce matin. 4 milliards d'euros, 0,2 points de PIB, c'est quand même pas rien, impact Voilà. des jaunes Et puis- sur l'économie française. Et C'est pas puis, rien. la conjugaison de ces reports en fait, de dépenses de consommation en fin d'année et autour des fêtes de Noël, d'une part, et puis d'autre part, le fait qu'il y a eu le dispositif de bascule CSG, cotisation sociale pour les actifs, qui a joué à plein avec la baisse des cotisations sociales dès le début du mois d'octobre. Donc, tout ça conduit à ce qu'il y ait un taux d'épargne très élevé en fin d'année 2018. Des ménages presque un point de plus que le trimestre précédent, donc c'est considérable. Alors, on peut avoir deux attitudes. Soit on peut dire, ah mais alors peut-être que les ménages sont très prudents, qu'ils épargnent tous ces revenus en plus qu'on leur donne. Et pas sûr qu'ils le dépensent. Et pas sûr qu'ils le dépensent, et donc à ce moment-là, on n'aura pas forcément un effet sur l'activité très important. Maintenant, on peut dire aussi, ben, justement, il y a ces deux effets qui vont se combiner, c'est-à-dire plus de pouvoir d'achat en début d'année 2019, plus cet argent qui n'a pas été dépensé à cause des mouvements en fin d'année, et donc qui sera disponible pour autre chose, hein, parce qu'on ne va pas faire Noël à Pâques. On n'est pas tous chez les Timbaud, hein. C'est pas Noël tous les chaque semaine. Voilà, c'est pas Noël tous les jours, même chez les Timbaud. Mais par contre, cet argent, il pourrait être dépensé autrement pour autre chose. Et ça peut effectivement constituer une bonne surprise. Mais on ne sait pas trop où on met le curseur. Et en même temps, vous avez fait vos calculs, j'ai vu à l'OFCE, parce que je regarde la ça littérature de fait beaucoup, quand même. l'OFCE. C'est 11 milliards d'euros de mesures de pouvoir d'achat décidées par le président Macron en fin d'année, qui vont se traduire, a priori, encore une fois, par une hausse de la consommation. Ces mini plans de relance, ça rajoute 0,3 points de croissance. C'est ça que vous avez calculé. Voilà, 0,3 points de croissance, plus cet Comment on effet... arrive à un 8 alors? Alors, 0,3 points de croissance en plus lié à ce plan de relance, plus un effet du taux d'épargne, donc du mouvement social des Gilets jaunes, les blocages en fin d'année qui serait en partie rattrapé au cours de l'année 2019 par cet effet taux d'épargne et donc dépenses supplémentaires. Ben, la somme des deux, ça nous fait un peu plus d'un demi-point de croissance en plus. Un scénario de ralentissement qui nous mettrait la croissance française, disons, à 1,3, vous rajoutez un demi-point ou 1,2 avec un gros demi-point, et vous arrivez dans la zone des 1,8. Alors 1,8, c'est le chiffre de Patrick Artus. Si vous êtes un petit peu plus négatif sur le socle de croissance, c'est-à-dire hors ces événements, l'impact du ralentissement sur l'activité en France, vous pouvez retrouver un chiffre un peu plus bas, entre 1,5, 1,6, 1,7. Mais oui, c'est à se demander pourquoi est-ce que Gérald Darmanin est prudent ce matin quand il nous parle de 1,4% de croissance alors, pour 2019. Il est prudent. Ces mesures. Il est prudent parce que chat chaudé craint l'eau froide. Non, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas complètement dire. C'est-à-dire ce plan de relance qui a été décidé par le gouvernement français pour désamorcer la crise des Gilets jaunes, pas avec un grand succès d'ailleurs, enfin en tout cas pas un succès complet, pour désamorcer la crise des Gilets jaunes. La question c'est de savoir est-ce qu'on s'en vante en particulier auprès de nos partenaires européens, parce que certes, on va avoir plus de croissance liée à ce plan de relance, mais on va avoir aussi plus de déficit public. Enfin, si on a plus de croissance, ça viendra mécaniquement, ex post, réduire le déficit aussi. Oui, enfin au final, le plan de relance, il va creuser le déficit. Oui, au final, oui. Et on a des engagements en matière de déficit, et implicitement ce que ça voudrait dire, hein, entre les lignes. Et c'est pour ça que Gérald Darmanin n'inscrit pas forcément dans son pari ce plan de relance. Ce que ça voudrait dire logiquement, c'est qu'il faudrait des mesures pour réduire le déficit, donc des économies de dépenses, des hausses de prélèvements. Et ça, il le sait. Il sait qu'il y en aura besoin, donc ça viendra raboter un peu l'effet bénéfique. Soit il sait qu'il n'y aura pas de mesures pour réduire le déficit, et à ce moment-là, il ne faut pas s'en vanter en disant cette année on va avoir beaucoup de croissance, voilà. Soit, et donc il continue à dire oui, non mais non, ça n'aura pas d'impact parce que ça sera financé, donc au final il y aura des effets négatifs qu'il faut rajouter. Donc soit il ne veut pas s'en vanter parce qu'il sait qu'il n'y a pas de mesures, soit il sait qu'il y a des mesures qui n'ont pas été encore annoncées. On ne voit pas très bien comment dans le calendrier elles vont être annoncées, hein, parce que sortir du grand débat pour dire ah tiens, au fait, le plan de 10 milliards d'euros du 10 décembre, on ne vous a pas dit mais on va le financer si on veut un effet assez rapide, oui, si on l'annonce à partir d'avril, il va quand même falloir plutôt des mesures en prélèvement.
Donc on va augmenter la TVA par exemple, je pense que ça sera assez difficile à expliquer. Donc c'est assez difficile de voir comment on peut avoir des mesures nouvelles qui viennent financer ces 10 milliards. Et donc je pense que c'est vraiment implicitement plutôt que on va plutôt laisser filer le déficit et que du coup on se vante pas, on essaye de faire ça nos discrètement. Partenaires européens, parce que la France reste le mauvais élève de la zone euro en termes de déficit. Alors non, justement, non, facialement si. Mais non, le gros problème en fait de la zone euro, c'est l'Italie et le gouvernement Salvini. En déficit. Oui, mais en dette, en déficit. Le gouvernement Salvini a annoncé sa rupture avec les engagements européens. Et si la France se joignait à ce concert, ça renforcerait énormément la position de Salvini. Et donc, de ce point de vue-là, la responsabilité de la France, qui n'est pas sous les fourches codines de Bruxelles, qui, par ailleurs, a quand même donné un certain nombre de gages. Enfin, je vous rappelle que l'année 2019, elle est marquée par la bascule du CICE. Ah oui, c'est important aussi, parce qu'on parle de la consommation qui, pour le coup, était étale en 2018 et qui pourrait aller vers un petit 2% de croissance, non, c'est ça, de la consommation sur le début d'année? Oui, avec à la fois un effet de rebond et cette stimulation, un effet de rebond par rapport à la fin de l'année 2018 qui a été très marqué par les Gilets jaunes, qui n'ont pas que des effets positifs sur l'économie. Et ce plan de relance qui n'a pas que des effets positifs, parce qu'il va induire des déficits qu'il faudra bien, à un moment ou à un autre, traiter. Donc, mais cette transformation du CICE, encore une fois en baisse de charge, et cette année double, quelque part, année double pour les entreprises, avec cette injection de trésorerie de 20 milliards d'euros, on se dit que du côté des entreprises, l'investissement devrait rester au rendez-vous aussi. On a un ensemble de facteurs qui sont effectivement plutôt positifs dans un contexte qui est assez négatif. Contexte mondial de trou d'air, hein, encore une fois. Contexte mondial d'un gros trou d'air. Qui ne devrait pas se poursuivre, parce qu'in fine, la France, elle n'est pas immunisée, on n'est pas seul non plus seul au monde. Ah oui, on ne devrait pas rester immunisé longtemps contre ces ralentissements mondiaux. Et puis, il y a quand même des choses compliquées, comme la guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine, mais aussi l'Europe, parce que je vous rappelle que l'Europe a un énorme excédent commercial et que les États-Unis sont en train de mettre la pression aussi sur l'Europe et sur l'Allemagne à cause de cet excédent commercial, qu'on peut avoir une appréciation de l'euro toujours pour les mêmes raisons, qu'il y a quand même aussi la question du Brexit, qui aujourd'hui se dirige vers des scénarios de plus en plus compliqués, et qui aura un impact quand même aussi sur la zone euro et sur l'Union européenne. Bon, on est quand même dans un contexte qui est compliqué, qui n'est pas porteur. Voilà. Mais en même temps, je veux dire, parce que ceux qui nous regardent vont se dire, oh là là, l'OFCE, d'indécrottable optimiste, tous les ans ils nous disent on va faire 2% de croissance. Qu'est-ce qu'on a dans les... Théoriquement, on a réfléchi sur le plan de relance, l'impact sur le pouvoir d'achat, la consommation, la bascule du CICE, etc. Qu'est-ce qu'on a dans les indicateurs de ce début d'année qui pourraient pousser un peu à l'optimisme, pour ne pas dire les mecs, ils ont chaussé leur lunettes rose. Et moi, j'ai regardé un petit peu, c'est vrai que les créations d'emplois ont été un peu revues en hausse, vous me direz, c'est 2018, même si elles ont été divisées par deux entre 2017 et 2018. On a quand même la confiance des ménages qui a remonté un petit peu en février. On a eu un petit rebond de la consommation en janvier. Voilà, un gros rebond de la consommation en janvier. Oui, il y a des gros rebonds. Ouais. Il y a un gros rebond de la consommation en janvier. En janvier, la consommation, elle fait plus 5%. Ouais. Alors, c'est la consommation de produits manuf, mais plus 5%, c'est manufacturé. Voilà. Manuf. Donc, plus 5% sur la consommation de produits manufacturés, c'est quand même très important. Donc il y a des indicateurs quand même qui plaident. Oui, il y a des indicateurs qui plaident. Voilà, et donc on n'est pas dans un contexte de ralentissement avéré. On a un certain nombre d'événements qui ont marqué la fin de l'année 2018, qui sont bien identifiés, que ce soit le secteur automobile, parce que ça a quand même touché un petit peu aussi la France, que ce soit aussi donc ces mouvements sociaux des Gilets jaunes en toute fin d'année. 0,2 points de PIB, on rappelle. 0,2 points de PIB, et puis un effet sur la consommation au moment des fêtes de Noël qui n'est pas négligeable. Qu'est-ce qui en finit, manque de temps, juste, qu'est-ce qui fait dérailler ce scénario, encore une fois, parce que là, scénario d'1,8% de croissance sur cette année, parce que le pétrole, on voit, $67 le baril, il ne faudrait pas que ça monte trop. Qu'est-ce qui fait dérailler ce scénario, qui n'est pas rose, mais qui est crédible? Ce qui peut le faire dérailler, c'est d'abord la continuation des mouvements de perturbations sociaux au cours de l'année qui peuvent continuer de peser sur la consommation, et puis peuvent commencer à installer un climat de défiance vis-à-vis de l'investissement en France. Il y a quand même cette carte aussi du Brexit à jouer qui peut être positive si on arrive à capturer des investissements. Donc là, le fait d'être attractif, c'est quand même important. Et puis, il y a quand même tout ce qui peut se passer sur le commerce mondial qui peut avoir des impacts assez considérables. On va aussi changer de président de la Banque centrale, ça ne vous a pas échappé. Mario Draghi arrive au terme de son mandat. Donc on pourrait avoir une normalisation de la politique monétaire, pour parler par euphémisme, qui pourrait être plus brutale qu'anticipée. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais c'est des choses qui peuvent se produire. Et donc tout ça peut quand même changer aussi pas mal le contexte. Avec l'idée que derrière, finalement, c'est 2020. Parce que 2019, il y a ce plan de relance.
Mais 2020, ce sera l'année de la vérité, où là, pour le coup, on risque le ralentissement sur la France parce que il y a cet impact du ralentissement mondial, parce que voilà, parce qu'on aura plus cet effet un coup du plan de relance. Oui, et puis parce que, encore une fois, nos engagements pardon, budgétaires vont nous obliger quand même à compenser ce plan de relance qui est fait. Et donc, il y aura un coût. Donc là, effectivement, l'année 2020 peut être un petit peu plus compliquée. Voilà. Et si la France déjouait les pronostics, encore une fois, sombres pronostics sur la croissance cette année, voilà, on voulait en parler avec vous. Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci beaucoup. Merci David.